Donc bonjour à tous. Effectivement, on va parler des comités de surveillance indépendants, qu'on appelle également DMC en anglais. Et donc, c'est une table ronde qui était coordonnée par Sylvie Laporte, qui s'excuse de ne pouvoir être là aujourd'hui, et comme modératrice industrielle, Peggy de Rambure, qui est dans la société AbbVie. Et si nous étions dans le cadre d'un CSI, malheureusement, nous aurions dû annuler la réunion et la reporter. Mais comme on est aux ateliers de juin, j'ai la lourde responsabilité de vous présenter les recommandations qui ont émané de ces différentes discussions et dont les personnes présentes sont listées ici avec, comme c'est la tradition dans les ateliers du lien, des représentants du monde académique, du monde institutionnel et du monde industriel. Donc pour commencer un petit peu de contexte sur les conseils scientifiques indépendants que vous retrouvez, qui sont finalement mis en place depuis assez longtemps dans les années cliniques, puisqu'on en entend parler depuis les années 60, que vous retrouvez en langue anglaise sous différents acronymes, les DMC, les IDMC, les DSMB, les DSMC. Peu importe l'acronyme utilisé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ils sont de plus en plus utilisés, d'où justement cette question sur comment mieux définir leur mission et les conditions d'utilisation. Donc, il faut savoir sur ces CSI, c'est que ce sont des comités qui sont composés en général de 3 à 5 membres, qui sont sélectionnés compte tenu de leur expertise, qui doit leur permettre d'examiner des données, que ce soit des données d'efficacité ou de sécurité, qui s'accumulent. Je suis désolée pour la petite coquille de mise en page qui doit venir d'un problème de compatibilité entre Mac et PC. Donc ces membres sont choisis par leur expertise. Ils vont examiner des données qui s'accumulent au cours d'essais cliniques de manière à recommander au promoteur si l'essai doit être poursuivi, modifié ou au contraire interrompu. Compte tenu de ces recommandations, ils ont une responsabilité qui est importante et qu'il est nécessaire de définir le mieux possible. Donc c'est pas le seul comité qui va veiller au bon fonctionnement et à la bonne organisation des essais cliniques. Vous avez d'autres comités comme les comités d'éthique, les steering committees, les comités d'adjudication, le rôle de la pharmacovigilance des essais ou de la matériovigilance. Une des difficultés, c'est que finalement ces différents comités ont parfois, même souvent, des responsabilités qui sont partagées. Et raison pour laquelle il faut vraiment définir qui fait quoi et quel est le périmètre de chacun, de manière à éviter soit les redondances, soit l'absence de prise de décision adaptée. Donc pour vous illustrer ça, vous avez ici les missions et les acteurs de la surveillance en cours d'essai. Vous avez évidemment la vigilance des essais qui a un rôle important et qui va au travers de la surveillance des données individuelles et de méthodes d'imputabilité, pouvoir discuter si l'événement déclaré est susceptible d'être en lien avec le traitement ou le dispositif médical administré. Mais en tout cas, ils vont plutôt se baser sur la surveillance de données individuelles. De l'autre côté, mais ça va plutôt concerner les essais de phase précoce, vous avez également une surveillance des données individuelles, mais qui vont essentiellement permettre de savoir si on peut, dans les essais par exemple d'escalade de dose, passer au patient suivant ou augmenter le palier de dose et passer à la dose suivante. Et ce sont des comités qui ne sont pas des comités systématiquement composés exclusivement de personnes indépendantes du promoteur. Vous avez des experts qui peuvent être des experts internes. Et ce sont des comités qu'il faut éviter d'appeler comités de surveillance indépendants et qu'on retrouve généralement sous le terme de Safety Review Committee. Et puis au milieu, vous avez ce dont on va discuter aujourd'hui, qui sont justement ces fameux comités de surveillance indépendants, qui, eux, ne vont pas travailler sur la base de données individuelles, mais bien sur la base de données groupées, de données agrégées, et vont pouvoir établir des recommandations sur l'arrêt pour des motifs de sécurité ou d'efficacité parce qu'on a la preuve que le traitement est effectivement efficace, ou au contraire qu'il n'est pas la peine de poursuivre l'essai parce que on n'arrivera pas à démontrer une efficacité. Donc ce sont là cette fois des experts qui sont bien indépendants du promoteur, et je vais vous expliquer juste après les raisons de la nécessité de cette indépendance. Et donc la première recommandation qu'on a identifiée, c'est le fait qu'il faille absolument délimiter correctement le périmètre des missions de chacun et puis adapter la terminologie de chacun de ces comités de manière à ce que on sache exactement quels sont les rôles et missions de chacun. Autre point de contexte important, c'est de vraiment garder en tête que cette surveillance des données qui vont s'accumuler au cours d'un essai clinique
nécessite de produire des résultats comparatifs en cours d'étude et parfois de manière répétée. Et c'est vraiment extrêmement important d'avoir en tête que, de façon contre-productive, la connaissance de ces résultats peut être extrêmement préjudiciable à la bonne conduite de l'essai clinique. Pourquoi ? Parce que compte tenu de ce qu'on appelle la multiplicité des tests et de l'inflation du risque alpha, il y a un risque important de conclure à tort à l'efficacité du médicament. Et donc, si on parle médicament, de mettre sur le marché un médicament qui, in fine, n'a aucun bénéfice supplémentaire par rapport au traitement de référence. Le deuxième risque, c'est le fait de sortir de la démarche hypothético-déductive et de, compte tenu des résultats, modifier la conduite de l'étude, par exemple, modifier son critère de jugement, parce que on observe que sur un critère de jugement qui était initialement secondaire, on a une modification qui est plus importante et qu'on va rebasculer en critère principal. Et le fait de sortir de cette expérience donc hypothético-déductive, donc d'influencer la conduite de l'étude compte tenu des résultats, nous fait sortir de l'essai confirmatoire et du coup dégrade le niveau de preuve. On a un essai qui devient exploratoire. Donc ça, il est important que tous les membres des CSI, mais également les promoteurs et les personnes en charge de l'organisation de ces comités de surveillance soient extrêmement conscients de ce risque inhérent aux analyses intermédiaires et à la connaissance de ces résultats qui vraiment sont susceptibles de compromettre l'intégrité scientifique de l'essai. Donc, heureusement, il existe des solutions pour à la fois regarder les résultats en cours d'étude sans dégrader le niveau de preuve. Et donc, cette solution, c'est de donner la garantie que les personnes fortement impliquées dans l'organisation de l'essai, que ça soit les investigateurs, le promoteur, le steering committee, n'aient absolument pas accès à la connaissance de ces résultats. Il est donc indispensable que ces résultats soient produits et diffusés de manière extrêmement confidentielle, uniquement justement aux membres des CSI qui vont pouvoir recommander si l'essai peut être poursuivi, arrêté ou modifié auprès du promoteur, mais sans donner la tendance que prennent les résultats, de manière à ne pas influencer les éventuels recrutements ou la poursuite de l'étude. Le problème, c'est que il y a vraiment un problème de compatibilité, mais peu importe. Donc là, c'est juste que un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Là, ça vous montre juste effectivement tous les comités qui interviennent dans le bon fonctionnement d'un essai clinique, que ce soit les comités d'adjudication, le rôle du promoteur, et vous avez ici encadré en rouge le fait que le statisticien, qui doit être normalement indépendant, produise des résultats qu'il ne va transmettre que et uniquement aux membres du CSI, qui à partir de ces données-là vont pouvoir établir des recommandations extrêmement simples aux promoteurs pour faire un choix quant à l'éventuelle modification ou arrêt de l'essai clinique. Alors certes, c'est une solution, mais qui est malheureusement insuffisante. Pourquoi ? Parce que les membres du DMC, donc du CSI, ont également finalement le pouvoir de modifier le résultat final de l'étude. Les différents membres du DCSI sont soumis aux mêmes erreurs de conclusion qu'un promoteur ou qu'un investigateur. Ils peuvent également remettre en cause l'intégrité de l'étude en faisant des recommandations qui pourraient impacter le protocole. Et donc c'est important pour les membres du DMC de ne pas avoir une approche inductive, de rester vraiment dans une démarche hypothético-déductive. Et pour cette raison, il est nécessaire que leurs décisions soient prises le plus possible sur des méthodes qui vont pouvoir gérer ces problématiques, et notamment des méthodes statistiques qui visent à corriger le risque d'inflation du risque alpha. Et donc parmi les recommandations qu'on a émises, c'est le fait que les membres du DMC doivent être sensibilisés à la fois à l'obligation de confidentialité, parce que si je prends l'exemple de la recherche académique, même si une des personnes qui est dans le membre du DMC est indépendante de l'étude, elle peut très bien connaître l'éventuel investigateur parce que c'est un copain de promo et aurait envie de lui dire c'est génial, continue, ça va dans le bon sens, sans forcément lui communiquer les résultats. Mais ça, c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas faire et pour lequel il faut être sensibilisé. Les membres du DMC doivent également être sensibilisés aux problèmes statistiques des analyses multiples. Alors ça veut pas dire devenir statisticien, mais c'est être capable d'interpréter ces situations-là et de prendre la bonne décision en conformité avec le protocole.
Et puis, il faut également qu'ils aient conscience de la responsabilité qu'ils ont, puisqu'ils sont susceptibles d'arrêter un essai, ils sont susceptibles de, au contraire, recommander sa poursuite, alors que c'est un essai qui est susceptible de compromettre la sécurité des patients. Donc, il faut absolument que leurs décisions soient les plus fiables possibles. Et donc, on recommande, au même titre qu'il y a des formations aux bonnes pratiques cliniques, il y a une formation afin d'avoir une expertise adaptée pour être invité à participer au comité de surveillance indépendant. Ensuite, si on passe un petit peu plus sur le plan de l'organisation, la question qui est souvent posée, c'est à partir de quel moment j'ai besoin de mettre en place un CSI et à partir de quel moment l'expertise de personnes indépendantes est nécessaire. Et ça, c'est une vraie question qui est difficile, auquel il est difficile de répondre parce qu'il n'y a pas vraiment de standardisation. On n'a pas un arbre décisionnel pour dire que là, c'est obligatoire, alors que là, il ne faut absolument pas. En tout cas, ça doit être absolument réfléchi en amont du protocole, je dirais même en amont de la demande de financement, parce que ça a un impact important sur le budget d'une étude de mettre en place un CSI, et que dans tous les cas, il est nécessaire de justifier l'absence de DMC dans le protocole, de manière à ce que, notamment, les membres du CPP n'aient pas à se poser la question de pourquoi il y a ou il n'y a pas de CSI qui est mis en place. Donc en tout cas, pas de règle universelle, ça va essentiellement dépendre de la question de recherche, quels sont les patients qui sont inclus dans l'étude, et on va plus facilement recommander la mise en place d'un CSI si on est dans une maladie avec un pronostic vital engagé, si on est sur des populations vulnérables comme des personnes très âgées ou au contraire, enfin aux âges extrêmes de la vie ou des femmes enceintes, si on est vraiment sur une toute nouvelle indication. On va également recommander de mettre en place un CSI si on est vraiment sur un nouveau chef de file dont on ne connaît absolument rien ou pas grand-chose et qui a un risque de IG qui est important ou qui n'est absolument pas maîtrisé. Et puis après, sur les modalités statistiques de l'étude, à partir par contre du moment où il y a des analyses intermédiaires, il est nécessaire et indispensable qu'il y ait un CSI qui expertise ces résultats-là et qui décide de la poursuite ou non de l'essai. Et également, dans les designs complexes, il est fortement recommandé la mise en place de ces CSI. Sur la composition du DMC, il y a des recommandations européennes ou américaines sur la thématique. J'en profite pour vous dire que la FDA a mis à jour sa guidance sur l'utilisation des CSI. Après qu'on ait mis en place ces différentes recommandations aux ateliers de J1, et ce qui est plutôt très rassurant, c'est que on a une bonne adéquation entre ce qui est marqué dans cette guidance et les recommandations qu'on propose, notamment sur le besoin de former les différents membres du CSI pour pouvoir être experts et établir les bonnes recommandations. En tout cas, sur la composition, il faut différents champs de compétences. Il va falloir, en fonction de la question posée, un statisticien ou un méthodologiste, un pharmacologue ou des cliniciens qui vont pouvoir donner leur avis sur les données qui s'accumulent en cours d'étude. Et puis l'autre recommandation qu'on propose, c'est d'être vigilant à l'expérience de l'ensemble des membres qui composent le CSI et de faire en sorte que on a à la fois des personnes qui aient l'habitude de participer à ces comités, mais qui aient également des jeunes qui puissent monter en compétences sur ces problématiques-là. Concernant les données nécessaires pour établir des recommandations, là, évidemment, il y a un rôle très fort du promoteur qui doit faire en sorte que les données qui vont être transmises aux membres du CSI soient des données qui soient à jour et de qualité, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un plan monitoring des données qui soit en adéquation avec le calendrier des réunions du CSI. Concernant le DMC, lui, il doit, dans la mesure du possible, rester en aveugle, y compris dans un essai ouvert finalement. Il peut très bien expertiser les résultats en n'ayant pas connaissance du bras de traitement de chacun des deux résultats. Et si besoin, s'il se sent en difficulté, demander la levée d'aveugle de manière à pouvoir prendre sa décision, cette fois en connaissant le bras de traitement de chacun des deux groupes. En tout cas, les données qui sont nécessaires à la prise de décision doivent être identifiées en amont
de ces réunions et doivent notamment être définies dans la charte de fonctionnement des DMC. Concernant la remarque sur le promoteur, évidemment, il y a une vraie difficulté pour que les données soient à jour. Il faut qu'elles aient été monitorées, mais on peut pas non plus prendre du retard sur le calendrier des DMC. Et en fait, il faut que le DMC ait connaissance du pourcentage d'avancement du monitoring, de manière à savoir quelle est finalement la part de données qui est relativement fiable pour prendre sa décision. Et inversement, il serait aberrant de laisser le DMC prendre sa décision sur seulement une partie des données qui sont accumulées sous prétexte que on lui fournit uniquement les données qui ont été monitorées. Il doit évidemment prendre sa recommandation de poursuite de l'étude avec le plus d'informations possible. Ensuite, concernant les recommandations et la façon d'élaborer ces recommandations, elles vont dépendre des missions qui ont qui incombent au CSI. En tout cas, s'il doit prendre une décision d'arrêt sur des critères d'efficacité ou d'utilité, l'une des recommandations qu'on veut vraiment mettre en avant et qui nous paraît important, c'est le fait qu'il n'y a pas de raison de se précipiter, même si il y a un côté satisfaisant de se dire on a la réponse à la question posée, il faut absolument interrompre le recrutement, le follow-up et puis pouvoir diffuser les résultats. Avant de prendre cette décision, il faut à tête reposée s'assurer que les données soient extrêmement convaincantes et qu'à partir du moment où il y a un doute, soit sur l'efficacité, soit sur la sécurité, il est absolument indispensable, même si on a une règle d'arrêt qui autorise quelque part à la fin de l'étude, de poursuivre l'étude de manière à ce qu'on puisse évaluer le mieux possible, non pas uniquement un critère d'efficacité, mais évidemment la balance bénéfice-risque. Donc la question à se poser pour les membres du CSI au moment où ils prennent leur décision, c'est est-ce que les données sont suffisamment convaincantes pour en faire le nouveau standard of care, nouveau traitement de référence, si on est dans le cadre d'un essai, on va dire, de supériorité. Et puis, dès lors qu'on est dans un contexte de pratique médicale déjà établi, et qu'on va plutôt vouloir arrêter pour futilité en justifiant qu'en fait, même si ça fait longtemps qu'on utilise ce traitement, malheureusement, il n'y a aucune donnée pour justifier ton utilisation, et il va falloir s'assurer qu'on va convaincre la communauté médicale d'abandonner ce traitement, même si ça fait 10, 15, 20 ans ou plus qu'ils l'utilisent. Donc, pas de raison de s'arrêter trop prématurément. Sur ce qui relève de l'arrêt pour sécurité, là il y a une vraie difficulté. La difficulté, elle est liée au risque d'erreur lié à la multiplicité des critères. En pharmacovigilance, on peut analyser le signal dans tous les sens, seulement sur les EI graves, sur l'ensemble des EI, en découpant il y a plein de façons d'analyser les choses, et forcément, et notamment en début d'étude, là où il y a encore relativement peu d'événements, il y a un risque qui est un déséquilibre qui soit uniquement lié au hasard et qui ferait qu'on s'arrêterait malheureusement pour un mauvais critère parce que la sécurité finalement n'était pas compromise. Donc là, même principe, dès lors qu'on s'arrête pour sécurité, il faut veiller à ce que vraiment on ait la preuve que la balance bénéfice-risque ne soit pas favorable. Et l'une des principales difficultés, c'est qu'en général, les risques arrivent avant le bénéfice. Et avant-dernier point, si j'ai encore le temps, ça concerne la publication des résultats des analyses intermédiaires. C'est une situation qu'on voit régulièrement en oncologie où les analyses intermédiaires permettent de conclure sur un critère intermédiaire, à savoir la survie sans progression, mais au cours duquel la survie globale est encore immature et les données sont encore en train de s'accumuler. Lorsqu'on va publier les résultats sur la PFS, nous recommandons de ne pas publier les résultats sur la survie globale si on considère qu'elles sont encore immatures, de manière à ne pas risquer de compromettre l'intégrité de l'étude, de ne pas risquer des retraits de consentement, des switches de traitement, qui finalement feraient que on n'a pas la possibilité d'analyser la survie globale et de mettre en évidence une amélioration du traitement sur ce critère d'intérêt majeur. Donc, éviter de communiquer les résultats de données immatures. Et dernier point, ça concerne l'attractivité de cette fonction, qui, comme vous l'avez vu, il y a une responsabilité importante derrière la participation à ces CSI, et il nous paraît important que ce soit reconnu
dans le cadre d'une activité académique comme une mission d'intérêt général, il faut que ça soit reconnu par les structures hospitalières ou académiques. On recommande pas nécessairement l'indemnisation financière parce qu'elle pourrait éventuellement, comment dire, être un lien. voilà, constituer un lien d'intérêt à la poursuite de l'étude et pas non plus de faire partie des membres, des auteurs de la publication. Pareil, dans la mesure où c'est susceptible de modifier la perception qu'on pourrait avoir des résultats. Donc voilà, autre dernière recommandation, c'est le fait que ça doit être valorisé de façon individuelle dans les carrières hospitalières ou hospitalo-universitaires. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je remercie.